Là, si vous avez bien nourri, les porcs peuvent atteindre 5 kg quand ils sont dans de bonnes conditions. Donc voilà quelque chose qui rapporte une portée, une femelle, elle peut faire 8, il y a beaucoup qui ont 15, 17 en fonction des races. Donc ça va très vite et donc c'est un élément majeur pour l'atteinte de notre objectif qui est la sécurité sanitaire et même la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc raison pour laquelle l'État agit vite. Si je prends le cas de Saint-Pedro, le final a été lancé le mardi soir, le mercredi, toutes les équipes ont fait une investigation, et le jeudi, c'était le jour de Pentecôte, mais le labo a donné le résultat à 23 h. Donc, nous voyons moins de 24 heures. Le vendredi matin, le préfet a pris l'arrêté portant déclaration de la maladie, et le samedi, les abattages vont commencer. Tout ça pour aller vite, pour que la maladie ne puisse pas échapper à la zone, pour que les autres zones non contaminées par la maladie puissent continuer tranquillement leurs activités et que la maladie ne puisse pas atteindre d'autres zones pour détruire toute la filière. Il y a combien de foyers actuellement en Côte d'Ivoire, combien de ports Ok. Et puis les zones aussi. Oui, les foyers aujourd'hui, on est autour de 3 foyers, mais il y a un foyer qui est pratiquement en phase de premier foyer, qui était de Dawa. Et ce premier foyer-là, les abattages ont été faits. Ce n'est pas une grande zone, il n'y avait pas beaucoup d'animaux, c'est plus d'une centaine d'animaux qui ont été abattus rapidement. Et aujourd'hui, dans la zone de surveillance, ça fait plus de 1 mois et demi, il n'y a plus de nouveaux cas. Donc là-bas. Et ensuite, il y a eu celui le premier foyer, c'est le 3 avril dernier. Et ensuite, le second foyer, c'est la même date, la première semaine du mois de mai. On a eu le second foyer au niveau de Boisflé. Et là aussi, il y a quand même, il y a encore des éleveurs qui ne comprennent pas la maladie. Parce que, quand vous prenez le cas de Daloa et Boisflé, c'est 2 zones très liées. Et tout de suite, les enquêtes ont montré que y a quelqu'un qui a sorti ses porcs pour à Boisflé. Voilà comment Boisflé a connu la maladie. Et ensuite, le troisième qu'il y a ici, à km 17, c'est pour se prolonger jusqu'à son nom. Là aussi, c'est la même chose. Vous savez, le cas de son nom, c'est un cas quand même école. Peut-être que ça va permettre aux gens de mieux comprendre. Pour les éleveurs qui sont là-bas, vous savez, il y a 2 ans, on avait organisé une opération de lutte contre les abattages clandestins à son nom. Pour ceux qui ont suivi la presse, c'était au mois de décembre 2022. C'est passé sur plusieurs chaînes. On a saisi près de 3 tonnes de viande abattue de façon clandestine. C'est-à-dire qu'ils ont créé un petit abattoir là, et ils abattent sur place les animaux, et puis ils vont vendre la viande. Et c'est des animaux qui ne sont même pas que des sangons, ou bien que des climatisés, qui viennent. La première fois, on avait saisi des animaux qui venaient de Dagoville. Donc, ouais, quand vous-même vous encouragez l'introduction d'animaux qui viennent de partout, et vous ignorez le statut sanitaire de ces animaux-là, vous exposez vos animaux. Alors que dans cette zone, on a plus de 200 éleveurs. Il y a plus de 200 éleveurs dans cette petite zone. Et il y a 2 ou 3 zones d'abattage clandestin. Et donc, les éleveurs en difficulté à Boisflé, qui sortent militairement, qui appellent l'abattage clandestin, qui se trouve à son nom. Parce qu'ils savent qu'il y a un qui meurt. Ils savent que le reste, c'est dans les jours à venir. Autant elle est sortie, en même temps, avec les abattre depuis vendre la viande. Et voilà que l'autre qui est le réceptacle de tout ce qui est mauvais, parce que quand vous avez un abattoir clandestin, ça veut dire que vous ne regardez plus le cas sanitaire des animaux qui arrivent. Sinon, dans un abattoir, c'est des animaux en bonne santé qui ravitaillent un abattoir. Et la personne, pour savoir si ces animaux qui arrivent sont en bonne santé, il n'y a pas de vétérinaire. Donc, ils ont reçu des animaux venant de cette zone de Boisflé-là. Et le premier cas, le monsieur qui nous a alerté, il était juste voisin de cet abattoir. Le pauvre éleveur, et lui, il a perdu 100 bêtes en quelques jours. Il dit non, ça c'est pas normal. Et qui a sonné l'alerte. Et voilà comment à partir de ce cas-là, et toute la zone a été touchée. Aujourd'hui, quand on fait le point, on a plus de 9000 bêtes abattues en une semaine. 9000, c'est pas rien, c'est énorme en termes de fumée.
il fallait savoir dire que c'est une grande zone d'élevage. Mais il fallait nettoyer la zone. Et pour protéger, il y a des zones, quand vous prenez les avions de Benjamin, vous avez plus de 50 000 bêtes là-bas. Il ne faut pas vous amuser à mettre Benjamin en danger. Quand vous prenez la zone d'Azagé, on peut parler autour de 50 000 aussi bêtes, il y a d'autres zones. Et toutes ces zones-là, il faut les protéger. Bassam, sur la route de l'aéroport, il y a encore des grosses étendues d'élevage là-bas. Donc voilà pourquoi cet abattage-là a été fait de façon stricte à nettoyer tous les foyers. Donc les 3 foyers aujourd'hui, ici, autour de Saint, on a plus de 9 000 bêtes abattues. Bois-Flé, on a autour de 500 bêtes abattues. Puis le tout premier foyer qui a été humanitaire, puis nous qui a été le déplacement clandestin de choses, là on a autour de 150 à 200 bêtes abattues. Oui, merci beaucoup, merci docteur. Alors moi, ma première question, celle-ci, c'est vrai que le premier cas a été découvert en 1996, comme vous l'avez dit, et à un moment donné, vous êtes arrivé à de ce virus. Et après, il y a eu encore l'introduction de ce virus-là en Côte d'Ivoire. Mais à vous entendre, on a l'impression que ça vient d'ailleurs, ça vient d'autres pays. Et quelles sont les mesures que vous prenez au niveau de vos services, surtout au niveau des frontières, pour ne pas que ce virus-là soit introduit en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, comment les éleveurs, quels sont les véritables signes qui doivent permettre à un éleveur de savoir que ces animaux sont atteints de peste porcine? Okay. Voici un peu mes 2 premières questions. Ok, merci. Une belle question. Vous savez, depuis toujours jusqu'à 1996, la Côte d'Ivoire ne connaissait pas la peste porcine. Parce que la peste porcine, c'est un peu comme une grossesse. Vous ne pouvez pas cacher la peste porcine. Au début, quand les animaux sont en phase d'incubation, vous pouvez discuter. Mais si vous rentrez dans 2 semaines, comme les jeunes le disent, vous allez un témoignage. Et le virus est rentré par introduction dans le pays. Et plusieurs fois par introduction dans le pays. Et toute action que nous menons pour protéger le pays doit être fondée sur une norme internationale. Donc la Côte d'Ivoire a une législation qui est conforme aujourd'hui au code des animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et quand on doit gérer, parce que c'est dans le cadre du commerce international, si vous empêchez les gens de venir, il faut que ce soit conforme aux accords aussi SPS, sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce. Alors il est clair, conformément à cette norme internationale, conformément aux accords sanitaires, phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, quand un pays a une maladie à déclaration obligatoire mondiale, vous devez sortir une réglementation, une mesure sanitaire, vous devez prendre une mesure sanitaire pour interdire que ces animaux viennent vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, tous les pays atteints n'ont pas le droit d'importer ou bien d'exporter des animaux ou bien des produits à base de porc vers la Côte d'Ivoire. Donc la plupart de nos pays, de nos voisins. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la voie d'entrée là-bas, vous avez le poste d'entrée, où vous même demandez des autorisations d'importation. C'est pour ça que l'autorisation d'importation est importante. Parce que toute importation de produits animaux qui doivent venir en Côte d'Ivoire, l'autorisation, ce n'est pas par l'audit, mais c'est pour vérifier si vous ne venez pas d'un pays infecté. Vous voyez les catastrophes, ça rentre et puis on perd 100 000 porcs. Vous imaginez combien de gens sont au chômage par cette maladie-là. Alors donc, on applique les mesures sanitaires conformes aux normes internationales. Donc c'est l'interdiction. Malheureusement, il y a des postes d'entrée, il y a des indélicats, il y a ce qu'on appelle les frontières sont quand même poreuses, tout le monde le sait. On a des villages où la borne entre 2 pays se trouve au milieu du village. On le sait. Et donc, ces gens-là qui polluent de façon symbolique, c'est son même village, ou bien même c'est le même royaume. Il y a une fête, il offre un porc à son voisin,
Il y a une introduction. Et vous vous donnez le cas de Wangolo. Quand les gens passent par des pistes pour aller dans un pays frontalier parce qu'ils ont appris que la viande est moins chère là-bas. Mais quand la viande devient moins chère, subitement, c'est que, alors que le prix des aliments n'a pas baissé, on a manque même de maïs pour nourrir les animaux, et c'est qu'il y a un problème. Donc, si les gens ils savent qu'il y a quelque chose, donc ils passent par des voies détournées pour rentrer dans le pays. Que la lutte, elle est administrative, mais la lutte aussi doit se faire par les acteurs qui eux-mêmes aussi doivent participer. Parce que moi, si je suis un vrai fonctionnaire du port, je sais que s'il n'y a plus de port en Côte d'Ivoire, je suis mort. Si je suis un vendeur de porc braisé ou bien de porc au four, je ne dois pas favoriser ça. Je dois aller me ravitailler vers les vrais éleveurs où je connais les statuts. Mais c'est que pour la santé de la peste porcine encore, elle ne contamine pas l'homme. Mais on a eu des cas d'abattage clandestin. Le cas de 2022, il y a un des porcs qui avait la tuberculose. C'est très dangereux pour l'homme. Donc moi, en tant que brasseur de viande, là, je dois m'approvisionner à partir d'éleveurs sains que je connais, etc., pour pouvoir vendre ma viande. Et c'est ce qui est dit même dans la loi. Le producteur d'une denrée est le premier responsable de la qualité du produit qu'il met sur le marché. Il est tenu de mettre à la disposition du consommateur des aliments sûrs pour la santé des consommateurs. Donc, de par son choix, il peut faciliter aussi l'interdiction d'introduction d'entrée de produits en provenance de pays par la maladie. Donc, l'État fait sa part, mais les acteurs aussi doivent faire leur part par le port de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a une capacité de réaction très rapide, mais aussi en n'encourageant pas ce genre de choses-là, ne pas acheter ces produits qui viennent d'origine, qui ont une origine douteuse. Et la deuxième question, elle était relative aux signes. Alors, pour les signes, la maladie va tellement vite que vous avez plusieurs cas de figure. Il y a ce qu'on appelle la forme sur-aiguë. C'est tellement rapide que vous ne voyez même pas de signes. Vous les voyez là, le matin, vous venez à 2 porcs qui sont couchés. Ça c'est un signe d'alerte. Toute mortalité inhabituelle est un signe d'alerte. Et puis maintenant, quand il y a la forme plus ou moins rapide qu'on appelle aiguë ou plus ou moins chronique, vous avez, ça commence par quoi? Manque d'appétit. Déjà. Quand vous avez un porc, qui est un animal qui est glouton, qui mange beaucoup, vous mangez le porc, quand vous venez le saut même déjà là, quand ils entendent le bruit du saut d'aliments, vous sentez, ils sont déjà heureux, ils commencent à foncer vers vous. Mais les mêmes porcs, quand vous approchez et qu'ils viennent vers vous, restent couchés, vous déposez la nourriture, ils ne mangent pas, un animal qui mange comme le porc, ça aussi c'est un signe d'alerte. Après le manque d'appétit, le corps chauffe. Tout ça en moins de 24 heures, le corps chauffe. Et il commence à avoir des signes hémorragiques. Il y a des petites lésions sous la peau, les capillaires explosent du fait du virus, donc vous allez avoir des taches. Mais généralement aux extrémités, sur le flanc, sur les oreilles, le corps va commencer à rougir. Et malheureusement, que c'est terminé par la mort et des saignements dans la bouche, dans le nez, et sur tous les orifices, vous allez avoir du sang. Donc voilà les signes. Vraiment, quand vous avez ça, il faut rapidement appeler les services vétérinaires les plus proches pour qu'on puisse intervenir pour stopper l'hémorragie. Donc c'est plusieurs signes, mais toute anomalie doit faire l'objet d'une communication auprès d'un vétérinaire pour qu'il vienne voir si c'est un cas suspect ou pas. On a eu hier même une alerte sur des porcelets qui mouraient dans une région, mais c'était la diarrhée du porcelet. Quand le vétérinaire arrive sur place, tout de suite, il fait la différence entre les signes d'alerte. Il faut vraiment être un vrai professionnel pour bien faire la différence. Nous, ce qu'on conseille aux acteurs, tout signe d'alerte, tout ce qui est anormal, il faut informer le vétérinaire. Et c'est celui-là qui pourra vous dire exactement si c'est un cas suspect de peste porcine. La maladie est très rapide et vraiment, il n'y a pas de traitement. Donc, il faut agir vite pour pouvoir minimiser les effets secondaires et les impacts. Docteur, comment les abattages sont organisés? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'au niveau de Sangon, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui font venir des porcs d'ailleurs.
comment c'est organisé et pourquoi on parle toujours d'abattage clandestin et pourtant la maladie sévit? Alors, l'abattage clandestin est forcément lié à la maladie de la peste porcine. C'est déjà un phénomène, je dirais, d'ordre culturel, parce que on tous, au départ, on vient tous d'un village, et dans les villages, c'est pas forcément ordonné, il y a un site pour abattre. Chez toi, tu tues ton poulet, on brûle et puis on mange. Mais c'est pas à but commercial, vous voyez, c'est à consommation familiale. Ça, c'est pas un abattage clandestin. Mais c'est cette habitude-là que certains éleveurs, ils ont leur ferme, ils ont une commande de 2 porcs. Vous voyez, le climat 17, c'est dans la zone de Yopougon, où se trouve la CIVAC, l'abattoir industriel de porc, qui est ouvert à toute personne qui veut abattre son animal. Comment vous imaginez que les gens qui sont dans la même commune que l'abattoir abattent eux-mêmes dans leur ferme? Parce que j'ai dit quoi, le transport va me fatiguer, ça a un coût, donc pour minimiser, ils préfèrent rester là. Mais vous voulez économiser sur la santé de vos consommateurs. Je ne parle même pas de peste porcine, je parle de cas comme la tuberculose, je parle de maladies comme la trichonellose, je parle de maladies comme la cysticercose. Vous voyez, c'est des maladies qu'on peut contracter. Et vous regardez bien, quand vous achetez par exemple le porc au four mal préparé, il y a toujours un peu de sang quand vous cassez les os là. Là, la cuisson n'a pas atteint le cœur de la viande pour dire que ça a neutralisé tous les germes. Donc il faut bien que les animaux soient en bonne santé. Quand vous pouvez développer moins la viande, c'est parce que les animaux sont en bonne santé qu'on se permet de manger la viande même crue. Voilà. Donc pour nous, l'abattage clandestin n'est pas lié à la peste, c'est des habitudes que nous combattons. Je vous ai dit, 2022, 2021 déjà, quand j'étais nommé en août, la première sortie c'était dans la zone 4 tonnes. 2022, on est réparti 32 porcs saisis, plus 1 tonne 7 saisis. Et 2023, l'année dernière, c'était à Bézéry aussi, où il y a une zone d'abattage clandestin, où on a saisi aussi plus de 3 tonnes. Mais chaque fois, les zones d'abattage font l'objet de destruction. Et c'est filmé, on brûle tout. Malheureusement, le cas qui a suivi, c'est une zone qu'on avait déjà traitée. Donc il y a des récidives, les gens reviennent. Parce que pour lui, c'est trop loin. Et ce n'est même pas les éleveurs. Les éleveurs ont témoigné que les gens là sont à côté de nous. Nous, on est gênés. Parce que ce n'est pas les bêtes même qu'ils abattent. Il faut venir dans des bêtes derrière. C'est comme ça que la maladie, si c'est donc que les bêtes de sang, je prendrais l'abattage clandestin pour d'autres maladies. Mais pour la peste porcine, si c'est donc que les animaux de sang qu'ils avaient abattus, on ne parlera pas de peste porcine à son nom. Mais quand vous partez chercher des animaux tout venant, vous les abattre dans une zone d'élevage, une mouche, vous saignez l'animal. D'abord, ça porte atteinte à la protection de l'environnement. Parce que le sang, ils savent même que si vous avez tué 10 bêtes, ça n'a plus de 100 litres de sang que vous devez gérer. C'est évacué dans la nature. Tout ce qui est dans le vent, tout ce qui est déchet, un porc, c'est plus de 12 kg de matière organique qu'il faut jeter. Mais il met ça où? S'il a plus de 10, ça fait plus de 5 kg. C'est pour jeter dans la nature, dans la bourse. Donc, là aussi, et si l'animal a la tuberculose, par exemple, tous les organes qui ont des nodules, on va jeter dans la bourse. Il propage cette maladie-là aussi dans l'environnement. Donc voilà, déjà, même en termes de protection de l'environnement, on ne peut pas abattre. Et quand un animal malade que vous avez saigné, une mouche va se poser sur le sang, et la femme qui a pété. Regardez normalement cette porte. Quand on sert, c'est des mangeoires qui sont ouverts, on remplit, puis la mouche s'assoit là-dedans avec le virus là. Et qu'est-ce que l'animal mange? C'est le virus. Donc, à partir de ce point, une mouche peut faire jusqu'à 500 mètres de longueur. Or, vous avez plus de 200 fermes alignées comme ça. Et il n'y a pas de mesure de biosécurité en plus. C'est-à-dire, aucune ferme n'est clôturée. Tu traverses une ferme pour entrer dans une autre ferme. Il n'y a pas de mesures d'hygiène en tant que telle pour se protéger contre des maladies. Donc, quand une ferme est touchée, vous serez tous touchés. C'est comme si c'était une seule ferme. Il n'y a pas d'espace entre les fermes. À minima, il faut 500 mètres entre deux fermes. Si vous voulez protéger votre investissement. Parce que, je vous le dis toujours, un élevage que vous mettez en place, c'est comme si vous déposez de l'argent en banque qui va fructifier, qui va produire des intérêts.
Alors, est-ce que vous êtes prêt à déposer 1 million chez une femme qui va au marché? Parce qu'elle fait tontine pour être déposée. Mais si le marché brûle, c'est fini. Personne ne va te rembourser. Mais quand vous déposez dans une banque, même si la banque explose, vous allez avoir votre argent. C'est ça l'assurance. Et donc, on ne peut pas faire des élevages et puis ne pas mettre une minimum d'assurance autour en termes d'hygiène, la clôture, le contrôle des entrées et des sorties et la gestion des animaux en fonction de leur état physiologique. L'alimentation ne doit pas venir de n'importe comment et tout le monde ne doit pas avoir accès à votre établissement. Donc ça permet de minimiser le risque d'introduction et ça permet de protéger votre investissement. C'est un investissement que vous faites. Mais malheureusement, les gens, pour eux, le poids, c'est dans une porcherie au sens négatif du terme. Le poids, il a besoin d'eau pour se rafraîchir, il a besoin souvent de boue pour se protéger, pour maintenir la fraîcheur de son corps. Mais ça ne veut pas dire que c'est un animal sale. S'il est dans de bonnes conditions, il a besoin d'eau propre, pas d'eau sale. Et donc le porc ne mange pas où il fait caca. Alors que les animaux qui mangent, ils font caca. Donc, contrairement à ce qu'on pense, que c'est un animal très sale, il doit être élevé dans de bonnes conditions. Ce qu'on donne à manger à nos animaux, c'est ce que nous mangeons. Donc, faisons attention à ce que nous donnons à manger à nos animaux pour que nos animaux soient en bonne santé. Donc, ce n'est pas traiter l'animal, aller prendre des déchets de poubelles, vous ne savez même pas ce qu'ils ont mis dans ces poubelles-là, et puis vous venez donner à manger à vos porcs, alors que vous allez consommer ces porcs. Donc, ça, c'est quand même très dangereux. Donc, pour nous, l'attitude des uns et des autres, le respect des mesures de biosécurité, le respect des bonnes pratiques d'élevage permettent de limiter la casse. Si vous imaginez aujourd'hui, on a plus de 9000 porcs abattus, parce que tout est collé. Mais si chacun avait 500 mètres de différentes, pourquoi on fait les 3 km là? Il y a beaucoup qui allaient échapper à l'abattage, ils allaient simplement dans la zone de surveillance. Mais quand vous êtes concentré et qu'on doit appliquer la norme, vous tombez sur le coup et c'est même dangereux. N'importe quelle maladie, vous partagez. Ils ont plein de problèmes sanitaires quand vous regardez ce genre d'élevage-là. Quelle est l'alerte que vous avez lancée à vos équipes actuellement sur le terrain? Aujourd'hui, il y a une note officielle qui est sortie pour renforcer la surveillance sur toute l'étendue du territoire national. Donc, aucun point ne peut passer sans qu'on ne sache le statut sanitaire de l'animal. Même si ça sort d'une zone indemne, mais pour aller, on doit savoir de quelle ferme cet animal sort et quel est son état de santé. Donc, il doit être accompagné d'un laissez-passer sanitaire. Ça, c'est un. Deuxième chose, avec l'interprofession avicole. On a eu à créer, déjà, la maladie existe depuis 1996, avec des allées et des retours. Mais on a eu déjà à mettre en place 13 groupements de défense sanitaire. C'est-à-dire dans les principales zones d'élevage, les éleveurs eux-mêmes sont constitués en groupement de défense sanitaire. Ce qui leur permet eux-mêmes d'échanger déjà, de prendre des mesures pour protéger leurs zones. Je donne l'exemple par exemple de Benjamin, où le groupement sanitaire de Benjamin est à féliciter parce que ça fait 2 entrées de camions remplis de porcs qu'ils arrivent à intercepter pendant cette période aussi difficile. Donc ça vient d'ailleurs, ils mentent sur les origines, ils vont te dire que ça vient d'Azopé, alors que peut-être ça vient d'une zone affectée. Mais ils ont réussi, parce qu'ils connaissaient l'entrée de Benjamin. Ils ont mis des sentinelles là-bas. Ils ne savaient même pas que c'est les éleveurs. Dès qu'ils détectent, l'alerte est lancée et la direction régionale va saisir pour envoyer les animaux à l'abattoir direct. Pour ne même pas que, aujourd'hui, les zones conscientes ont mis en place, travaillent avec ces GDS-là pour assurer la protection de leur cheptel, pour ne pas qu'un animal vienne d'ailleurs s'introduire, parce que c'est l'un des meilleurs moyens. Et la deuxième chose, c'est l'alimentation. Il y a des éleveurs qui continuent de donner des restes de poubelle à leurs animaux. Alors que dans toute lutte, il y a toujours des gens qui échappent. Mais c'est beaucoup de gens, on a vu des traces, des gens qui ont battu la nuit avant qu'on arrive pour faire sortir, ils n'ont pas pu prendre les boyaux, vous avez plein de boyaux qui sont au sol, qui sont partis à la caca. Mais ces gens-là vont se retrouver dans les poubelles. Parce que quand les gens vont fini de manger, ils vont jeter, et vous qui prenez les poubelles, vous allez les ramener dans vos exploitations. Alors que si vous donnez l'aliment normal au porc, vous limitez ce risque d'introduction par le biais de l'alimentation. Ensuite, le personnel. Le personnel,
Quand c'est ton frère à 100 ans et que toi, tu es un grand technicien de Brazzaville, tu vas aller voir ce port alors que donc vous partez toucher le port et tout, et vous retournez dans votre ferme. Parce que je vous dis une chose, on a eu un cas dans un pays où par le téléphone, le monsieur, c'était pendant la grippe aviaire, a fait perdre 500 000 volailles dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où on a vraiment de grandes fermes là-bas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui gère 500 000 volailles est vraiment un gros professionnel. Et son ami l'appelle un dimanche, viens voir mes poulets, je ne sais pas ce qu'ils ont. Il veut rendre service, il arrive, il touche les poulets. Quand il finit, pendant qu'il est en train de toucher son téléphone, il prend le téléphone, il appelle, il dépose. Il a oublié qu'il a touché le téléphone. Quand il a fini de traiter, il s'est bien nettoyé les mains, tout. Il a respecté toutes les mesures de biosécurité et il part dans son exploitation. C'est une exploitation très sensible, donc il faut se laver avant d'avoir accès, changer de tenue. Il a respecté tout. Dès qu'il a fini de traverser la zone de barrière, son téléphone a sonné dans le casier là-bas. Par oubli, il a oublié. Il a pris le téléphone, il a répondu, et puis il est rentré directement dans l'exploitation. Pour lui, le téléphone n'est pas sale. Et c'est un peu là-bas, il contrôle les animaux, il regarde un échantillon, il regarde des signes, en touchant tous ces animaux. La ferme a perdu 500 000 pondeuses. Vous imaginez? Multiplié 17 000 par 500 000, c'est des milliards que la ferme a perdu. Parce qu'il y a eu une négligence au niveau des mesures de biosécurité. Donc, quand on est éleveur, quand on travaille dans une ferme, même les visites des fermiers, on se voit, mais il y a beaucoup de fermes qui n'ont même pas de dispositif de lavage de mains. Vous venez dehors. La première chose, c'est de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Pour 60 000 francs d'investissement, je connais un millionnaire du village qui a perdu 29 000 pondeuses. Parce qu'il a reçu des acheteurs de poulets qui sont venus acheter des œufs, le gardien les a salués, il a amené une cinquantaine de plateaux d'œufs et il allait donner à manger à ces poulets. Alors que la ferme, le marché était atteint par la grippe aviaire. Et du coup, le monsieur a perdu 29 000 pondeuses, ça fait près de 300 millions de pertes. Le monsieur n'a jamais répondu le débat encore, c'est fini. Mais simplement, s'il avait investi, il faisait 60 000 francs dans un dispositif de lavage, le gardien qui a fini de prendre, il se lave les mains avec du savon, il aurait échappé à cette perte-là. Voilà pourquoi chacun a sa part de responsabilité quand on est face à une épidémie. Parce que les pauvres animaux sont innocents. Ils sont assis dans les cases, ils sont dans les enclos, ils sont dans les élévages, c'est un peu de venir avec la maladie pour les contaminer. Et c'est eux les victimes, c'est eux en abat. Aucun vétérinaire ne n'abattre les animaux. C'est notre rôle, c'est de soigner les animaux. Mais quand on est face à des maladies où il n'y a pas de traitement, il faut regarder l'intérêt général. Il faut protéger les autres qui n'ont pas encore la maladie. C'est le cas de la grippe aviaire, c'est le cas de la peste personnelle. Il y a des maladies comme ça. Par contre, quand je prends le cas de la peste des petits ruminants, il y a un vaccin. Vous voyez qu'on lance des campagnes de vaccination. L'année passée, on a vacciné 1 million de petits ruminants au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour éviter ce passage donc d'Amboisseau jusqu'à Bouna. Tous les départements ont fait l'objet de vaccination contre la peste et gratuit. Donc quand il y a un vaccin, lorsqu'il y a la possibilité de traiter les animaux, l'État ne les passe les moyens de gérer la maladie sans causer des dommages aux exploitants. Mais malheureusement, quand vous n'avez pas de vaccin, vous êtes obligé d'abattre. Et quand on détruit tout, parce que ce virus-là est tellement résistant à la viande, est tellement résistant à les produits porcins, on a eu des introductions grâce à ces produits porcins-là. Donc, c'est de venir tirer les leçons de ce que nous avons, et c'est conforme à la réglementation internationale. Donc, il faut détruire, ensevelir sur 2 couches de chaux vives qui permettent de neutraliser le virus. Et puis, on en parle plus 6 mois après, les gens peuvent reprendre leurs activités. Et ensuite, quand on finit d'abord, on désinfecte toute la zone. La phase de désinfection va commencer quand il n'y a plus d'animaux. Alors, en ce moment, on peut bien désinfecter tout le site pour vraiment faciliter la reprise. Et c'est ce qui est essentiel. Pour nous, ce n'est pas que le virus ne s'introduise pas, parce que c'est extrêmement difficile. Nos voisins, certains sont endémiques, parce qu'on n'en a pas la même stratégie. C'est pour ça que la lutte même, elle est régionale ou sous-régionale. C'est tous les pays qui doivent aller dans le même sens avec le même. Nous, la Côte d'Ivoire, c'est d'éviter que la Côte d'Ivoire soit endémique.
C'est pour ça chaque fois qu'il y a un cas, on élimine le maximum et on protège la filière. Mais d'autres ont décidé que de contrôler la maladie parce qu'ils ont des difficultés pour indemniser les acteurs. Donc du coup, la maladie elle-même fait son travail, elle tue les animaux qu'elle peut tuer et puis les autres qui ont eu la chance de ne pas être touchés reprennent l'activité. Mais pour nous, on n'a pas le même objectif stratégique. On veut vraiment éliminer, c'est pour ça qu'on n'a pas et on indemnise les acteurs concernés. Parce que l'objectif de la Côte d'Ivoire est de permettre à ce que cette filière qui est rapide, qui ne demande pas beaucoup d'espace, qui a moins de conflits là-dessus, il y a beaucoup d'avantages sur les cycles courts. Quand vous prenez l'agriculture, quand vous prenez la filière porcine, c'est des filières porteuses pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est des filières où on peut investir peu et puis gagner rapidement. Et mais qui ont des contraintes sanitaires. Voilà, c'est bien parlé. Avec 1 million, vous pouvez faire un bon élevage de poulet de chair. Et puis, chaque 40 jours, vendre vos poulets si vous respectez bien le cycle. Vous voyez, ce sont des filières porteuses. On peut faire de l'agriculture à un espace de 10 mètres carrés. Dans une cour, vous avez 10 mètres carrés avec quelques poulets. Vous commencez déjà à les nourrir. Vous suivez un petit protocole de vaccination. Alors que d'autres filières, il faut des hectares. D'autres filières, il faut des hectares. Aujourd'hui, pour avoir la terre, c'est difficile. Et il y a beaucoup de conflits. Bon, voilà des trucs qui sont porteurs et courts et rentables rapidement. Mais il faut la protéger. Il faut protéger ces filières-là par tous les moyens face à ces maladies. Mais tout le monde doit être impliqué. Tout le monde doit prendre conscience que de par notre comportement, nous pouvons transporter le virus et nous pouvons détruire la filière porcine. Et donc, nous devons agir en conséquence. Rémi, nous allons rentrer dans le deuxième point avec les impacts. D'accord, excuse-moi, je voulais rebondir rapidement sur ce que le docteur a dit tout à l'heure. En fait, je voudrais simplement demander au docteur si à l'heure des services vétérinaires, ils ont des mesures préventives. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils attendent que la catastrophe arrive avant de réagir, avant d'intervenir. Actuellement, ils sont beaucoup sur le terrain parce qu'on vit le phénomène de la peste porcine. Mais en amont, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait de façon préventive pour ne pas qu'à chaque fois, on arrive à cet extrême-là? Ok. Voilà, merci. En fait, on n'attend pas la catastrophe pour agir. Parce que si vous voyez, dans la stratégie de l'État, une politique est fondée sur 3 éléments. La législation, vous voyez qu'on a un code qui a pris en compte tous ces éléments dont je viens de parler. Rien n'a été pris pendant la crise. Le crise, déjà, depuis 2020, mais le code a modifié la loi de 1963, qui était sur la police à la loi 333 1963. Ouais. Et donc, comme la législation internationale a changé, on a repris, on a fait un nouveau code. Ça, c'est un. Donc, les instruments juridiques sont là, à travers le code qui a eu, en 2 ans, 17 décrets d'application. C'est rare de voir un département ministériel qui produit en moins de 2 ans 17 décrets d'application d'une loi. Donc déjà, ça c'est le premier instrument. Le deuxième instrument, ce sont les institutions qui vont faciliter la mise en œuvre de ces activités-là. Le ministère des Ressources animales avait 173 postes d'élevage avant 2021. Et en 2021, on est passé à 291 postes d'élevage pour renforcer la couverture sanitaire en personnel de qualité sur le terrain. On n'avait que 12 vétérinaires installés en clientèle privée en 2014. Aujourd'hui, on a 42 vétérinaires installés en clientèle privée qui sont sur l'étendue du territoire national. On avait 7 postes d'entrée frontaliers. Vous pouvez comment on fait pour intervenir. Aujourd'hui, on est passé à 25 postes d'entrée. On a renforcé la surveillance aux frontières. On avait un système de surveillance des maladies qui était manuel. C'est-à-dire, quand il constate, il écrit en suspicion de notification et il essaie d'envoyer par la poste, il scanne, il essaie d'envoyer. Aujourd'hui, on a un outil électronique qui s'appelle le CSV. Sur le champ, quand il valide, moi j'ai ça, le résultat pour lui dire attention, notification de peste porcine avec le point GPS de la ferme concernée.
Et toujours en termes d'instruments, institutions, il y a eu un décret en 2020 sur la création de la cellule des opérations d'urgence qui est en train d'être en finition au niveau du lycée technique. Vous allez voir le bâtiment est en construction. Bientôt, on va inaugurer cette cellule d'intervention rapide. Tout ça pour renforcer le système d'intervention rapide du ministère. Donc, en termes d'institutions, l'instrument juridique, et maintenant pour finir, il y a qui est le troisième instrument de la politique. C'est pour ça qu'on a adopté en 2022 la politique nationale de développement de l'élevage qui, dans l'axe stratégique 5, c'est la santé publique vétérinaire qui prend en charge les maladies zoonotiques qui sont transmises de l'homme à l'animal, mais aussi les maladies animales spécifiques telles que la peste porcine, la peste des petits ruminants et d'autres maladies qui sont spécifiques aux animaux. Donc, le statut est là. Et donc, on continue avec les partenaires à renforcer ce système-là. Et la vision, elle est claire, elle est évolutive. On n'a pas encore atteint notre niveau optimal de réaction parce que ça se construit avec des hommes, ça se construit avec du matériel et ça se consolide. Et donc, nous sommes vraiment dans la phase de croissance de notre système d'intervention rapide. Pour vous dire, c'est pour ça qu'on a installé les GDS. Ce n'est pas avec la presse qu'on a installé les mouvements de défense sanitaire, avec les acteurs eux-mêmes. C'est ce qui a permis de protéger Brazzaville. Sinon, on n'allait pas avoir une capacité de protéger Brazzaville. Vous voyez? Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Peut-être qu'il y a encore de la grande communication à faire. Je vous ai dit que l'année passée, on a vacciné 1 million de petits ruminants contre la peste des petits ruminants. On a vacciné 100 000 chiens contre la rage. Vous voyez, on a vacciné 600 000 bovins contre la pneumonie contagieuse bovine. Donc, il y a des actions qui sont menées. Il y a des actions qui sont en cours, mais tout pays, je vous ai dit, la peste porcine, c'est 53 pays. Et parmi les 53 pays, il y a des pays qui sont des grands producteurs de porc qui ont été carrément touchés il y a 2 ans. Quand vous prenez l'Europe de l'Ouest, il y a au moins 6-7 pays qui ont été touchés par la peste, malgré toute la technologie, toute la technicité qu'ils ont. Donc une maladie, elle peut toujours arriver. Le plus dur, ce n'est pas l'introduction, mais le plus dur, c'est la capacité de réparer. Vous voyez, je vais vous donner un exemple simple, que vous connaissez très bien. Ebola. Quand Ebola arrive en 2015, les pays n'étaient pas prêts. Les 3 pays, Guinée, Sierra Leone, Libéria. 11 000 morts en 2 ans. Mais dans la même période, le virus a été détecté aux États-Unis. Aucun mort. S'ils étaient prêts. C'est un voyageur qui est venu avec la maladie. L'introduction, c'est difficile de contrecarrer l'introduction. Mais comment tu réagis quand il y a eu un élève qui est allé au Sénégal avec la maladie, qui a été détecté, il n'y a pas eu de cas, personne n'est mort, aucune personne n'est morte au Sénégal. Parce qu'ils ont vite réagi, ils avaient déjà un plan d'urgence, ils avaient de quoi réagir. Donc pour dire que le plus dur, ce n'est pas l'introduction, mais le plus dur, c'est la préparation face aux urgences. En termes de coût, à combien peut-on estimer ce qu'on a déjà investi? Enfin, vous avez déjà dépensé dans l'abattage, le dommagement qui va suivre. Pour le moment, on ne peut pas sortir sur des coûts comme ça parce que les activités continuent. Quand on aura finalisé, je peux vous dire qu'on a déjà 9 000 porcs abattus. Quand vous prenez, parce que dans les 9 000, il y a des porcs à l'engrais, il y a des porcs, il y a des reproducteurs, il y a des porcelaires, donc c'est la somme qui fait 9 000. Mais si vous mettez une moyenne de 70 000 francs par rapport, vous mettez 9 000 par 70 000, vous voyez ce que ça peut donner. 9 000 multiplié par 1000 déjà, ça fait 9 millions. C'est ça? Par 10, ça fait 90 millions. Vous multipliez par 7. Vous êtes déjà à près de 500 millions de pertes seulement à son perte directe au niveau des éleveurs. Et ça, les chiffres de mortalité que lui-même n'a pas déclaré. Combien de porcs sont morts sous sa main que nous n'avons pas vu. Donc, vous voyez que déjà cette zone-là a perdu déjà ce que nous avons vu et compté près de 500 millions. Vous voyez, sans compter maintenant les charges de l'État.
On a déposé une équipe de 52 personnes. Mais 52 personnes, il faut qu'ils savent. Vous allez tenir blanche compost. C'est ce qu'on appelle l'équipement de protection individuelle. Même si je mets un coût moins de 5 000 francs par équipement, quand vous finissez, vous détruisez. Vous tuez 52 par 10. Ça fait combien? Ça fait 500. 500 épis multiplié par 5 000. Alors ça, minimal. Je n'ai même pas mis le prix quand on achète. Sinon, ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc vous êtes près de 50 millions. Simplement, les tenues qu'il faut prendre, ça c'est que les tenues. Parce que quand on finit, on détruit. C'est jetable, il faut détruire. Quand je me dis par 5 000, vous êtes déjà à presque 40 et quelques millions de dépenses. Donc c'est des coûts pour l'État. Gérer une crise sanitaire, c'est énorme en termes de dépenses. Et pour les acteurs, nous, l'État encore, c'est son devoir. L'État se prépare à réagir face à ce genre de malheur. Les épis, on n'a pas commandé, c'était déjà là. Si vous n'avez pas d'épis, il faut dire que vous êtes prêt, vous vous habillez à aller au quota. Si vous devez commander, enfin, même pas, vous avez pendant la crise de Covid, comment la Chine a dominé le monde sur les masques. Même les plus grands pays étaient obligés d'aller vers la Chine pour avoir les masques. Mais si vous n'avez pas un petit stock, vous n'avez pas d'éléments pour vous attaquer, pour y poster, mais la maladie va prendre l'ampleur. Vous voyez, vous dites qu'il y a de l'amélioration. 87, on a fait 100 000. Mais aujourd'hui, on n'attend jamais 50 000. Parce que la réponse est beaucoup plus rapide. Même si les gens se plaignent, on est obligé de passer par là. Il faut souvent nettoyer la plaie. Ça fait mal à votre propre enfant, mais demain, l'enfant se rappelle, je ne vois pas, il nettoyait ma plaie. Et tu trouves même que c'était une bonne chose. Pourtant, on t'attrapait, tu courais, on t'attrapait, on te chicotait pour te nettoyer la plaie. Donc, c'est un peu ça. On est obligé de faire comme ça parce qu'on veut protéger tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont indemnisés. On est pratiquement l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest encore indemnisés. C'est pour ça que notre stratégie, c'est d'empêcher que la maladie soit endémique. Je donne toujours une preuve palpable, vérifiable. C'est la grippe aviaire à Mondoukou en 2021. On a abattu près de 500 000 volailles, 134 éleveurs, ils sont tous là. L'indemnisation s'était à hauteur de 700 millions que l'État a dégagé. La bataille a commencé en août, fini en septembre. Quand je prends octobre, novembre, décembre, en décembre, l'argent était déjà prêt. Et en janvier, pratiquement tout le monde, il y a une cérémonie officielle même, où toute la presse était conviée pour l'indemnisation. Donc c'est des mécanismes qui existent, c'est des mécanismes que l'État met en œuvre, mais c'est nous, la célérité va dépendre des acteurs. Si les gens trichent, ça fait maintenant 10 jours que je suis en train d'abattre. Mais parce que je poursuis les indélicats. Si tout le monde était resté, on avait fini ça en 3 jours et on avait désinfecté. Et puis la compte, on connaît le nombre exact de porcs touchés. Et donc on peut faire un vrai rapport à l'État pour que l'État puisse prendre des dispositions pour les démarrer au plus tôt. Mais plus ça dure, après c'est eux qui vont dire ah, on a abattu mon porc début mai, jusqu'à juillet, on n'a pas repayé. Mais je ne sais pas quand l'opération est finie. Qu'est-ce que les casinos? Parce que l'État là-bas s'amuse, nous, le ministère va pas aller devant l'État présenter 100 ports, et puis demain encore, il y a encore 1000. L'État, c'est l'administration, il y a un mécanisme qui se met en place pour indemniser. Donc, il faut que tout soit clair, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs, il y a beaucoup de choses. Parce que c'est la même qui va se plaindre qu'on a tué 100 ports sur moi et voilà qu'on a donné le prix de 50. Si ce n'est pas fait de façon sérieuse. Donc pour nous, la célérité aussi, une partie de la balle est dans le camp aussi des opérateurs. Moins on ne respecte la réglementation, ça retarde la mise en œuvre de l'indemnisation. Mais si tout le monde est vraiment coopère, tout le monde regarde dans le même sens, vous voyez que les choses vont plus vite. Et ça, on a une preuve palpable. Au moins, nous avons géré la crise de la grippe aviaire. On a toutes les données relativement aux indemnisations. Donc c'est pour ça qu'on lance toujours un appel aux opérateurs, on lance toujours un appel aux éleveurs. Travaillons ensemble. Heureusement que la filière, l'interprofession nous accompagne. On a des échanges réguliers sur la situation. Mais il y a encore des personnes qui n'ont pas... Heureusement que c'est la minorité, mais une minorité qui peut retarder tout un processus. Et c'est là que nous devons tous comprendre que nous devons aller dans le même sens. Docteur, est-ce que malgré les abattages des opérateurs que vous avez indemnisés 2 ou 3 ans,
est-ce qu'ils arrivent à rebondir? Est-ce qu'il y a un plan de suivi pour mettre en œuvre ces ressources que ces personnes-là gagnent? En fait, je vais répondre peut-être par le cas de Wangolo. Le cas de Wangolo, en 2017, il y a eu une indemnisation où même les opérateurs se sont plaints parce que pour eux, ils estimaient que ce n'était pas suffisant. Et ensuite, il y a eu de l'approvisionnement en porc. Ils ont eu des porcs, plus de l'alimentation pour lancer leurs élevages. Mais la seule condition, c'est que les bâtiments puissent recevoir ces porcs-là. On te donne des porcs, on te donne l'aliment, mais il fallait avoir des bâtiments pour recevoir. Et les éleveurs, les premiers qui ont réussi à taper leurs bâtiments et autres, ont reçu leurs porcs. Et comme ils se sont mis en DDS et autres, eux-mêmes, les nouvelles naissances ont donné aux autres pour que les autres puissent continuer. Parce qu'on a dit, on donne à tout le monde un minimum. Il ne faut pas que le système soit fragilisé encore. Nous, on veut que vous soyez résilients quand vous reprenez vos élevages. Donc, il y a un minimum. On ne demande pas de faire des bâtiments en béton, même avec du banco. Vous pouvez faire un très bon bâtiment pour les ports. Il suffit chaque année de remettre encore du banco pour que ça soit toujours sur les pieds. Donc, vous dites que certains ont repris, ils ont même bien repris. Ils nous appellent même pour dire, ah, les ports là, vraiment sont de bonne qualité, sont très prolifiques, etc. Par contre, d'autres ont décidé de changer d'activité parce que chacun a sa sensibilité. Je vous donne une dame qui a connu la grippe aviaire, qui a eu près de 17 millions d'indemnisation et qui décide de faire l'élevage porcin. Maintenant, je ne peux plus là, ça me fait trop mal. Et notre représentant dans sa zone, là-bas, il dit, mais il y a personne là-bas aussi. Donc, vous restez avec les poulets. Elle dit, non, elle veut changer. Vous voyez, mais elle a changé, elle a fait l'élevage porcin avec l'argent qui lui a été donné. Nous, pour vous qui continuez à l'élevage, de toutes les manières, ça va concourir à assurer la sécurité alimentaire. Donc, le choix est lié aussi à la sensibilité des acteurs. Vous voyez, tous les grands éleveurs, les plus riches parmi les éleveurs, si vous êtes des journalistes, faites des reportages sur certains, ils vont vous raconter leur histoire. Ils ont connu des chocs. Vous ne pouvez pas être un grand éleveur, avoir de l'expérience en élevage, sans, on ne souhaite pas, mais sans connaître ces choses-là. Parce que ça vous permet d'être plus résilient, d'être plus averti, ça vous permet d'améliorer votre système. Donc tous les grands éleveurs, que ce soit des petites maladies, mais certainement des petites maladies mineures, vu que le langage est tellement sale, les animaux ont une immunité très faible, ça a tué tous les animaux parce qu'il a tiré la leçon, il a compris ce que l'insalubrité a causé, alors que c'est une maladie mineure, chez les autres ça tue que quelques animaux, et puis lui, ça a tué tous ces animaux. Donc tout de suite, il a changé le niveau sanitaire. Ils ont même renvoyé le technicien qui s'occupait au niveau de l'hygiène, etc. Parce que c'est à partir de ces éléments qu'on se renforce. C'est pour ça qu'on dit aussi, l'élevage, il faut un minimum de savoir. Il faut s'approcher des professionnels. Aujourd'hui, il y a des interprofessions. Il faut s'approcher de l'administration. Dans toutes les zones, il y a au moins un poste d'élevage. Il faut que vos exploitations soient déclarées. La déclaration, ce n'est pas pour faire du mal. Au contraire, quand vous avez l'intention de faire de l'élevage, aujourd'hui, quelqu'un vient me voir, je veux faire de l'élevage, je demande tu es où? Tu veux mettre ton élevage. Parce qu'il y a une cartographie sanitaire du pays. Si tu vas dans une voie, tu dis non, je ne te conseille pas d'aller là. Parce qu'il y a trop de. Et puis tu es nouveau, tu n'as pas la maîtrise. Il y a des endroits où ce n'est pas fait pour les nouveaux. Il faut aller dans un endroit vierge, etc. Et puis je vais te dire, peut-être ne commence pas avec 100 porcs. Commence avec 30 trucs, un mâle. Commence à minima. Si tu veux construire en passant à l'extension, mais commence à minima pour que tu aies un minimum d'expérience, pour que tu aies un minimum de savoir. Ce n'est pas que les maladies, hein. Même la nourriture. La nourriture constitue plus de 60% du coût de production. Si vous maîtrisez mal la nourriture, vous n'allez pas pouvoir vendre vos porcs à un peu concurrentiel parce que vous ne maîtrisez pas. Ce qu'il faut mettre dans la nourriture pour que le coût soit moindre. Tout ça, ça s'en pas. Parce que c'est en fonction des matières premières locales, c'est en fonction des purées de l'année, ou du tout du maïs de bonne qualité, ou du tout de la drèche de bière, ou du tout le sang, beaucoup d'intrants. Mais ça, c'est la connaissance du terrain. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est pas, vous n'allez pas investir des choses énormes sans connaître toutes ces petites connaissances techniques des terrains qui ne s'apprennent pas forcément à l'école.
Même un tourisme qui a fait la formation à l'école, il est toujours conseillé aller sur le terrain, apprendre encore, parce qu'il y a la réalité du terrain. Vous voyez, quand vous faites un élevage de poulet, la première chose c'est d'avoir poussé, non? Mais comment tu as fait pour avoir poussé? On dit qu'il y a le couverts et autres, mais souvent il y a les périodes de l'année où les demandes, vous pouvez commander chez 6 mois, 8 mois, mais toi tu ne sais pas. Tu dis, moi je prépare pour décembre, tu es déjà en octobre, c'est là que tu vas acheter. On te dit, mais il n'y a plus de poussin. Tout ton business à l'eau. Alors que tu devais savoir que c'est depuis juin, avant que tu devais commencer à préparer cet achat de poussin. Donc il y a des éléments comme ça pour nous. C'est pour ça que l'élevage, le ministère dans sa stratégie est en train de développer le centre d'application. Le centre d'application, c'est pour tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous soyez fonctionnaire, vous pouvez venir prenez un mois de vos vacances, venez voir comment on fait l'élevage du porc, venez aussi le terrain, comment les nourrir, les paramètres techniques, comment faire des pesées pour contrôler le gain de poids quotidien, quels sont les indicateurs qu'il faut contrôler quand je fais un élevage de porc. Quand vous avez ce minimum, vous pouvez avoir supervisé les gens, vous comprenez déjà l'esprit de l'élevage, vous savez comment il faut commencer, comment il faut nourrir, quels sont les contextes, et donc vous sécurisez mieux votre investissement. C'est dans cette optique-là que le ministère a créé 23 projets et dans lesquels il y a des centres d'application par spéculation qui vont permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre les filières, de mieux comprendre la spéculation pour être beaucoup plus résilient. Parce que le plus important, c'est la résilience. Si vous êtes résilient, on peut échapper à beaucoup de maladies. La peste porcine est dans les sangliers en France. Mais les élevages sont protégés parce que les acteurs sont résilients. Il y a la biosécurité, ils ont mis en place tous les dispositifs pour ne pas que les porcs soient en contact avec les sangliers. Donc, il y a maladie dans le pays, mais les élevages ne sont pas touchés. Parce que eux, ils sont formés, ils sont résilients, et c'est en cela que nous voulons faire progresser nos éleveurs. Docteur, nous tournons vers la fin, mais avant de vous donner la parole, nous allons nous tourner vers Arthur pour voir si il y a des notes. Donc, docteur, nous vous donnons la parole pour conclure. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, conclure avec les remerciements à tous. Surtout, l'ancien appel aux éleveurs, aux acteurs de la filière. Parce que ce n'est pas que les éleveurs, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fait du porc au fou peut être à l'origine de l'introduction de la maladie. Quelqu'un qui fait des abattages clandestins peut être à l'origine de l'introduction de la maladie. Les foyers sont déterminés. Les foyers sont maîtrisés. Il n'y a jamais zéro risque. Quelques indélicats peuvent avoir encore peut-être caché des animaux dans la bourse. Je vous donne un exemple. Derrière l'Institut Pasteur, on a découvert quelqu'un qui a caché dans pleine bourse une trentaine de porcs. Il a fait un petit encours de force. Dans la bourse, donc il peut avoir ce genre de cas. Mais si chaque éleveur met en place des mesures de biosécurité, si chaque éleveur refuse de recevoir des animaux d'origine inconnue, si chaque éleveur peut abattre ces animaux, les abat conformément à la réglementation, l'approvisionnement sera sécurisé, les élevages seront sécurisés et les foyers vont s'éteindre comme nous l'avons prévu. Et c'est pour cela il faut que tout le monde s'implique. Aux consommateurs, il faut se ravitailler auprès des éleveurs ou bien auprès des points de vente autorisés. J'ai plein de marchés Gabi. Les femmes font du bon travail. Elles vont s'approvisionner à côté de la CIVAC, où il y a des estampilles là-dessus. Il y a les supermarchés où les gens vont s'approvisionner dans les circuits normaux. On a des charcutiers locaux aussi qui font du bon travail, qui produisent des produits de saucisson, de jambon, etc. Donc, les porcs, la viande n'a pas de problème. Et la viande issue du circuit normal qui est contrôlé par nos services est propre et salubre. Donc, bon pour le consommateur. Mais malheureusement, il ne faut pas chercher les voies de contournement. C'est-à-dire, j'ai appris qu'il y a pas moins cher derrière, sur la route de Dabou là-bas, je me cache le monde d'Abaka, je vais acheter 5 kilos de viande. Oui, moins cher, elle peut nous coûter très cher. Même pas forcément par rapport à la peste porcine, il y a des maladies graves. Vous voyez les coliformes qui sont dans l'intestin, le O157,
si on n'a pas abattu dans les conditions idoines, peut contaminer la viande et vous créer une insuffisance rénale. Qui peut soigner une insuffisance rénale quand toi-même tu continues par acheter la viande moins cher? Est-ce que tu peux te soigner si tu as une insuffisance rénale? Une dialyse, vous savez comment ça coûte. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter en facilitant, en vérifiant, avec un minimum de bon sens. Il faut qu'on ne participe pas au circuit informel, surtout le circuit détourné. Parce que les abattoirs clandestins, il y a beaucoup de maladies. Mais la viande qui est passée par un circuit normal est sécurisée. Et on peut remonter la chaîne s'il y a un problème. Vous voyez. Donc pour nous, les consommateurs doivent jouer leur rôle en s'approvisionnant dans des circuits normaux, en vérifiant que les carcasses de porc, l'estampille vétérinaire, c'est un cachet simplement que vous allez voir. Si vous voyez une carcasse, dites-moi 1 kg, 2 kg. Pour savoir que vous avez un laboratoire, il doit avoir le cachet là-dessus. Et deux, en n'allant pas vers les élevages dans les zones contaminées. Aux éleveurs, ceux qui sont dans les zones contaminées, restez dans vos zones. C'est pas la peine. Aujourd'hui, même si on a tué tous les porcs, restez chez vous, évitez de visiter les élevages ou les zones indemnes. Parce que le virus, là, vous le portez sur votre tenue pour aller contaminer les autres. Évitez le rassemblement d'éleveurs. Vous savez qu'il y a réunion des éleveurs de Missouri, c'est un là-bas pour écouter ce qu'ils vont dire. Alors que quand il y a des sons, c'est pas la même chose. Donc, aux éleveurs eux-mêmes qui sont dans les zones indemnes, soyez prudents, soyez vigilants, respectez les mesures de biosécurité. Si vous voulez déplacer vos porcs, on sait que c'est dans des zones indemnes. Les zones touchées sont bien identifiées. Informez les services vétérinaires, ils vont vous donner un laissez-passer sanitaire. On connaît l'origine et on doit connaître où le porc arrive exactement. Et si on vous a donné un laissez-passer, respectez l'itinéraire que vous-même vous avez déclaré. Si vous déviez, si ce n'est pas conforme au laissez-passer sanitaire, ne soyez pas étonné que les gens saisissent. Parce que tout le monde, tous les préfets, la plupart des préfets aujourd'hui ont donné des instructions aux différents acteurs pour que ce contrôle-là soit renforcé. Parce que, in fine, c'est de protéger la filière. On a 600 000 à minima de porcs à protéger. Vous voyez le coût, c'est plus de 50 milliards de chiffre d'affaires. On a 30 000 emplois à protéger. Et ces gens-là vivent de ça. C'est plusieurs familles qui sont derrière ces personnes-là. Donc on ne va pas s'amuser à détruire. Des gens qui travaillent pendant 20 ans. Je connais des gens qui ont 1500 trucs. Mais c'est plus de 20 ans de labeur. Je me suis mis tous les moyens. Mais pas un comportement délicat qui ne va pas le temps envoyer dans sa zone. Et malheureusement, peut-être son travail va manger dans ce point là-bas avec les autres. Et il peut ramener la maladie chez lui. Mais vous détruisez les autres. Et pour la reprise, s'il n'y a plus de porc, où allons-nous avoir des repositeurs pour ravitailler, pour faire une bonne reprise? Donc, si on veut protéger nos activités, on veut qu'on mange des porcs locaux, on veut manger nos porcs à nous, où on connaît tout le circuit de production, ça a nous, chacun à son niveau, de jouer son rôle. On vous assure que l'administration fait de son mieux. Nous sommes un peu partout, nous sommes en alerte. Et ça fait plus de pratiquement 1 mois que les services vétérinaires ne donnent pratiquement plus, mais c'est pour la bonne cause. Parce que nous savons que si nous tenons bon, au bout de 2 mois, ça sera la calmie totale et les gens vont répondre en toute quiétude. C'est vraiment notre souhait, mais à condition que tout le monde joue le jeu pour qu'on puisse sortir rapidement de cette crise. En tout cas, j'aimerais terminer par remercier tous nos amis de la presse qui sont là, nos internautes qui nous écoutent, Madame la directrice de l'AIP et toute son équipe, vous dit merci pour l'opportunité que vous nous offrez et terminer encore par monsieur le ministre qui se bat pour que rapidement nos filières puissent se développer, que l'élevage soit une réalité. Comme il le dit, le prochain café qu'aura la Côte d'Ivoire, c'est l'élevage et nous y croyons. Je vous remercie. Merci, docteur. Arthur, à présent, tu as la parole. Merci, Soron Péchon Benjamin. Merci, Koye Rémi. Merci encore pour cette dynamique dont vous avez fait preuve au cours de ces échanges avec le docteur Kalo Vessalier, invité du Forum
directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Et nous entretenons sur le thème la peste porcine, quel impact socio-économique et sanitaire pour les éleveurs et consommateurs. Merci docteur pour toutes ces informations qui nous ont véritablement édifiés et notre satisfaction en notre endroit va se manifester ici par des applaudissements. Merci pour le souvenir de votre passage à l'agence civile de presse en vous soumettant à présent le livre d'or de l'AIP afin d'inscrire vos sentiments au cours de cette discussion. La photo mémorielle, permettez-moi de vous présenter en quelques lignes l'agence ivoirienne de presse à travers certains points. Je parlerai ici du réseau de collecte de l'agence ivoirienne de presse qui, au plan national, nous avons 5 réseaux et de la rédaction du siège avec 4 services spécialisés. Le desk dans notre il s'agit du texte société, politique et diplomatie, économie, sport et culture. Nous avons également la rédaction des bureaux régionaux. Également, nous avons la rédaction des correspondants de presse, la rédaction internationale et la rédaction des réseaux sociaux. Avant la photo mémorielle, nous allons également permettre à Madame la directrice de faire un geste à notre invité du jour. Et cela va se concrétiser par la remise d'un présent à notre invité du jour. À la date. Okay. Je veux également dire merci à nos confrères qui sont venus nous accompagner à faire un large écho de cette production. Il s'agit de Presse Côte d'Ivoire, Inter, Fraternité Matin et le Méridien. Docteur Kalou a fini, n'est-ce pas? Il va nous faire lecture de ce qu'il inscrit dans le livre de l'agence ivoirienne de presse. Ok, merci. Mes mots sont les suivants. Je voudrais remercier l'AIP opportunité. Par ce type de forum, vous participez grandement à la lutte contre ces fléaux qui menacent nos élevages. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Nous allons permettre à Madame la directrice centrale, n'est-ce pas, de s'adresser encore une fois de plus à notre invité, et cela va se traduire par la remise d'un présent à notre invité. Je voudrais remercier le docteur Kalou qui nous a vraiment instruits parce que moi vraiment j'étais bleue, je ne savais pas ce que c'était et ça nous a permis de voir un peu tout le travail abattu au niveau de leur ministère. Et je vous dis, je les félicite parce que c'était vraiment pas évident pour nous et je me dis que les journalistes vont traduire cela et expliquer mieux à la population comment on peut combattre cette peste porcine. Merci encore au docteur Kalou. Et là, il lui offre un petit présent comme souvenir. Chaque fois qu'il va recevoir ses visiteurs, il pensera à l'agence ivoirienne de presse. Merci. La première photo mémorielle sera... Voilà, c'est la première photo mémorielle. Je voudrais inviter les journalistes qui ont notre invité à rejoindre Madame la directrice et l'invité pour la deuxième séquence.
Marseille, nos journalistes vont se retirer. La délégation qui a accompagné notre invité. Nous allons terminer avec les membres du comité de direction de l'OIP qui vont rejoindre notre invité, Madame la directrice, pour la dernière photo. Je dois rappeler qu'un cocktail est prévu à la grande salle du service technique pour les agents de l'agence de presse et les journalistes qui sont venus nous accompagner. Et Madame la directrice et ses invités vont se retrouver dans le bureau de M. Karoliam. Et sur ce, je voudrais vous dire merci et à la prochaine édition.